Mohamed Saleh Haroun est un réalisateur tchadien. Hissène Habré, une tragédie tchadienne, est son dernier film documentaire. Il relate les années sombres du règne de Habré de 1982 à 1990. Ce documentaire a été projeté au Festival Ciné Droit Livre de Dakar du 21 au 24 septembre 2016. Présent au festival, Mohamed Saleh Haroun a accordé une interview à l'équipe de Droit Libre TV. Le procès Habré, l'extrémisme violent, la crise politique en Afrique. Bref, autant de questions ont été abordées sans langue de bois. Dans le calendrier, les choses se sont passées comme ça par un pur hasard. Mais il est vrai que je commençais en fait à filmer à partir du moment où Hissène Habré a été arrêté. Parce qu'avant cela, recueillir la parole des victimes, ça aurait été tout simplement les mettre dans une sorte de complainte. Et je ne voulais pas cela. Je voulais qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une trajectoire, qu'il y ait une fin. Et à partir du moment où Hissène Habré avait été arrêté, je pouvais en fait mettre en perspective un peu la lutte de ces gens depuis près d'une vingtaine d'années et raconter un peu tout ce qu'ils ont subi. Je voulais passer à l'écran pour rapporter un peu cette histoire, cette tragédie à moi-même. En quoi, moi, en tant que Tchadien, elle a affecté ma vie. J'ai été blessé, vous savez, je devais avoir 17 ans quand la guerre a éclaté, j'ai reçu une balle perdue. Cette guerre civile, c'était dans les rues, des gens qui se tuaient comme ça, et j'ai vu un homme se faire arrêter devant moi. On était des jeunes, enfin dans la rue, et on l'a exécuté devant moi. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit que c'était pas possible. Ce genre de choses, je ne pouvais pas le supporter. Ma sensibilité ne pouvait pas me permettre de tolérer une telle violence. Et à partir de là, j'ai décidé de quitter le pays, quoi. Voilà. Donc cette tragédie a fait de moi un exilé, a fait de moi quelqu'un qui est sur une autre terre que de vivre sur sa terre natale. Parce qu'enfant, moi, je n'ai jamais rêvé de partir, en fait, vivre ailleurs. Donc c'est cette tragédie-là qui a fait de moi une sorte d'apatride pendant un temps. Parce que Hissène Habré, dès qu'il a pris le pouvoir, sa première décision, ça a été d'annuler auprès de tous les pays dans le monde, tous les passeports en cours. Et on nous obligeait à l'époque, pour changer de passeport, de rentrer au pays. Ce qui voulait dire qu'on rentrait et que pour sortir, il fallait une autorisation administrative et on ne pouvait pas l'obtenir. C'était en fait vous bloquer, vous arrêter, en faire ce qu'on voulait. Donc voilà en quoi je suis concerné aussi quelque part par cette histoire-là. Et il fallait aussi que je me montre pour être en solidarité avec ces victimes-là et pour montrer toute ma compassion à mes frères. Voilà. À la sortie de cette projection, j'ai toujours été surpris par un certain comportement en fait, de la part de certains Sénégalais qui ne connaissent pas le Tchad, qui n'y sont jamais allés, qu'ils soient journalistes ou des gens qui travaillent auprès donc, de l'ex-président Hissène Habré et qui parlent du procès en fait, alors que moi mon film ne raconte pas le procès, il ne parle que de la parole des victimes et des victimes, de ce qu'elles ont subi. Et il y a des gens qui sont dans des confusions comme ça, qui estiment que c'est un film à charge, mais en réalité, ils ne se posent pas la question si des gens ne sont pas là pour parler à décharge de Hissène Habré, c'est qu'il n'y en a pas. Il ne reste que des gens qu'on pourrait considérer comme des mercenaires, parce que c'est que des Sénégalais. Ce n'est pas des Tchadiens. On ne trouve aucun Tchadien qui publiquement prend la parole pour dire voilà que tout ça n'est pas vrai. Donc on sait très bien l'argent qui a été détourné par Hissène Habré, les sommes astronomiques qui ont été en fait ramenées ici au Sénégal et qui ont permis à certains Sénégalais de vivre tranquillement et qui continuent un peu d'aboyer des choses qui à un moment donné relèvent presque de l'irrespect. Vous savez, quand les gens ont été torturés, quand ils ont perdu beaucoup de leurs parents,
venir oser même parler comme ça, on devrait avoir honte. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas la honte, malheureusement. Moi, je trouve que c'est le plus beau festival pour moi. J'ai fait pratiquement tous les festivals existants en Afrique et j'ai toujours trouvé qu'il manquait une vision très claire pour positionner un festival. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir un point de vue. Un point de vue, c'est défendre des idées, c'est défendre une certaine vision. Et ça, vous l'avez, et c'est ça qui fait la force en fait de Ciné Droit Libre. Et du coup, vous voyez l'adhésion qu'il y a autour de ce festival-là, c'est parce qu'il y a une proposition très concrète et très forte. Et c'est un festival qui veut en fait amener le cinéma le plus loin possible dans les endroits les plus reculés. Et ça, personne ne l'a fait en fait. C'est inédit en Afrique, et moi, je suis ravi de participer à ce festival. C'est vraiment un cadeau que vous me faites, et je suis fier de faire partie de cette famille-là, et je suis fier de voir qu'il y a une jeunesse qui fait des choses qu'on aurait dû faire depuis des années, depuis des décennies, et vous comblez les vides. Et c'est peut-être aussi le rôle de ceux qui viennent après. Les petits, c'est ceux qui ramassent tout ce que les adultes font tomber, et ils ont mal au dos, ils ne peuvent pas se courber, machin. Et vous le faites magnifiquement bien, donc je vous souhaite vraiment bon vent. Et j'espère que ça ira le plus loin possible. Et ce que je veux dire par là, c'est que la tradition d'un côté et la religion de l'autre, la religion musulmane, j'entends, parce que la religion catholique ne va pas poser des bombes dans les églises, ne tue pas ses semblables. Enfin, elle l'a fait il y a plusieurs siècles, mais elle ne le fait pas. Aujourd'hui, l'angoisse vient de l'islam. Et c'est quand on est musulman, même quiétiste, on peut se transformer, passer à la radicalisation et puis devenir un djihadiste. Et la tradition, parce que à cause de cette tradition, ou grâce à cette tradition, il y a des gens qui font des choses condamnables. Comme vous le savez, puisque vous êtes du Burkina Faso, au Burkina Faso, il y a une tradition qui consiste à enlever tout simplement une fille qu'on aime dans un village et qu'on désire, c'est même pas de l'amour, et on l'enlève, on la séquestre pendant 1 an, on la viole, elle tombe enceinte et on la ramène en fait pour mettre les parents devant le fait accompli. C'est toléré. J'ai discuté avec des gens, en fait, les autorités administratives ont des problèmes parce que la tradition le tolère absolument. Et il nous faut, le combat en fait qu'il nous faut, c'est nous délester d'une certaine tradition, parce que toutes ne sont pas mauvaises, mais il y en a qui sont mauvaises, qu'on ne peut plus pratiquer de nos jours. Et tout le combat, c'est se faire violence à soi-même pour dire qu'une certaine partie de notre tradition n'est pas bonne et qu'il faut lutter contre. De l'autre côté, la religion, parce que tout simplement la religion musulmane, on est aujourd'hui en 2016 et on nous dit qu'il faut qu'on vive comme au 7e siècle. C'est juste impensable. Je vois tout le monde porter des barbes. En fait, une fois qu'on est djihadiste, on doit porter la barbe. Mais je me dis qu'à l'époque, nul ne s'est posé peut-être la question, mais il n'y avait peut-être pas tout simplement de lame de rasoir. C'est pour ça que tous les chrétiens avaient des barbes, les juifs avaient des barbes, les musulmans avaient des barbes. Ce n'était pas une spécificité musulmane. Par conséquent, on devrait réfléchir avant de suivre certains dogmes. Et notamment quand on est un Africain noir, il faut aussi se souvenir que dans les hadiths, il y a des textes qui légitiment et qui autorisent l'esclavage des Noirs. C'est quand même, et on a le droit de se poser la question de si oui ou non on doit suivre une religion qui estime qu'un Noir est un sous-homme. C'est ce qui est dit. Donc il faut quand même que les gens se réveillent et ne suivent pas comme ça, comme des moutons, un certain dogme pour faire violence en fait à leurs semblables. Et comment arriver en fait à parler aux gens qui sont un peu dans cette violence-là, que aucun Dieu, je pense, ne peut dire tuer un être humain est une bonne chose. Je ne crois pas. Voilà. Je pense que je vais paraître très, comment dirais-je, prosaïque, mais je pense que la violence, souvent, elle est faite par les hommes. Je pense que je commencerai à dire que dans les écoles, il faudrait donner des cours de cuisine.
C'est-à-dire apprendre aux petits garçons à cuisiner. C'est-à-dire que l'art de cuisiner, quand on cuisine, il faut que chacun se souvienne de sa propre mère. Quand votre mère cuisine, c'est de l'amour qu'elle vous transmet. On ne peut pas cuisiner sans un acte, en fait, sans un sentiment d'amour. Il faut donc apprendre aux hommes, aux garçons, je pense, si j'avais cette possibilité-là, c'est qu'ils commencent à cuisiner pour leurs copains de classe, juste par jour. Chacun doit faire un plat. Et un jour, on leur demandera de faire un plat pour leur maman. Et vous verrez que préparer un repas pour votre maman, vous allez voir le sentiment que vous allez ressentir à ce moment-là. Et vous comprendrez pourquoi la cuisine est quelque chose de très noble. Voilà, ce que si je pouvais faire, c'est ça. C'est mettre la cuisine au centre. Écoutez, permettez-moi d'avoir juste une pensée à quelques amis que je connais en fait dans certains pays qui sont en trouble et notamment au Burundi. J'ai des amis au Gabon, des amis au Congo. Je pense à eux, je pense à tous ces troubles et je souhaite que ces pays-là retrouvent la paix parce que la guerre civile, en fait, si on tend vers la violence pour avoir traversé cela, au Tchad, on a mis 20 ans ou 30 ans pour sortir de cette violence. Et il faudrait qu'on arrive par le dialogue à accepter les choses, en fait. Voilà, je souhaite à l'Afrique un peu plus de sagesse, peut-être. Voilà.